Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Bretagne pour le 3e épisode consacré à la filière laitière bio européenne. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, ces 3 épisodes sont réalisés en partenariat avec le CNIEL dans le cadre de la campagne de communication cofinancée par l'Union européenne et qui s'appelle « Prenez en main la bio ». Après avoir découvert dans le premier épisode le quotidien d'Apolline, éleveuse laitière, on a rencontré dans le 2e épisode William, salarié d'une coopérative, pour tout savoir sur la transformation et la vente de produits laitiers bio. Je vous propose aujourd'hui de boucler la boucle en partant à la rencontre de Fabrice Geffray, chef cuisinier pour les cantines scolaires, notamment celle du lycée agricole de Redon. Lui et son équipe nourrissent pas moins de 2000 personnes par jour sur l'agglomération redonnaise. Fabrice est un client potentiel de la coopérative de William. Il est amené à commander des produits laitiers bio pour les intégrer dans ses menus. Surtout depuis que la loi Egalim lui impose que 20% de ses repas soient composés de produits bio. Dans cet épisode, Fabrice nous raconte son quotidien de chef cuisinier. Il nous explique comment il travaille pour intégrer les produits laitiers bio à ses menus et quelles en sont les contraintes. Bonne écoute! Bonjour Fabrice, bonjour Apolline. Bonjour Louise. Enchantée Fabrice du coup, parce que j'ai vu Apolline hier, tu es le 3e interview. On a vu Apolline dans sa ferme pour voir comment le lait bio était produit et les exigences que ça demandait sur l'exploitation. On a ensuite vu William à la coopérative pour voir comment le lait était transformé en yaourt, beurre, fromage et comment il le vendait. Et donc maintenant, on a en face Fabrice. Fabrice, tu achètes des produits bio pour les cantines scolaires. Tu vas nous raconter tout ça. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où c'est qu'on est actuellement ? Alors, moi, je suis Fabrice Geffray. Je suis chef de cuisine à l'ISAT de Redon. Je travaille pour un groupe de restauration qui s'appelle Convivio. Et ça va faire 25 ans que je travaille ici pour l'ISAT. Et là, on est dans la cantine, la partie des profs. Exactement. La salle des profs. Où on vient de déjeuner d'ailleurs. Ouais, c'était excellent et ça rappelait des souvenirs d'être à la cantine scolaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Qui c'est que tu nourris ? Combien de repas par jour ? Voilà. Alors moi, on fait ici 2300 repas par jour avec des repas extérieurs sur une quinzaine de cantines scolaires avoisinantes. Et on travaille essentiellement des produits un peu locaux, un peu bio et aussi des produits conventionnel. Et en fait, donc là, on est au lycée agricole de l'ISAT. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, c'est une sorte de cantine centrale. Tu nourris les élèves centrale, voilà, de l'ISAT, en fin de compte, de Notre-Dame aussi, de l'établissement qui est à côté. Et également, comme je viens de dire, de 1300 élèves dispatchés dans la région. Ouais, donc c'est les 2000 repas sont moitié-moitié. L'établissement voilà, sur place et à l'extérieur. Tout à fait. Donc c'est tout ça, ça part en liaison chaude le matin et c'est réceptionné sur les cantines scolaires vers 11h, 11h30 à peu près. Quoi. C'est incroyable de nourrir autant de personnes tous les jours, mine de rien. Ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans la restauration collective ? Alors moi, je suis issu de la restauration gastronomique et traditionnelle. J'ai fait un apprentissage de cuisine dans un 2 étoiles Michelin. J'ai un parcours culinaire pendant une dizaine d'années où j'ai beaucoup fréquenté ce genre d'établissement. Et puis, j'avais besoin de changer d'air aussi, de voir autre chose. Et puis, surtout pour des raisons familiales. C'était pas forcément compatible, la vie de cuisinier, travailler le week-end, tard le soir, et une vie de famille, c'était pas forcément toujours évident. Donc j'ai franchi le pas. C'est pas toujours évident de se retrouver à faire à manger pour 50 personnes et 15 dans une cuisine et se retrouver du jour au lendemain où tu fais l'effet inverse. Tu es 7 ou 8 dans une cuisine et tu fais à manger pour 2500 personnes. Donc tu travailles pas de la même façon, mais même si on travaille de la nourriture, c'est pas le même métier. Tu rapprends des choses en fin de compte, parce que c'est aussi un travail qui est aussi très dur, la cuisine collective, malgré ce qu'on peut penser, que les cuisiniers sont planqués derrière leurs fourneaux dans les restaurants scolaires, mais c'est pas du tout le cas. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait dans ce genre d'établissement aussi, quoi. Oui, puis j'imagine que ça doit être intense, parce que quand les élèves ils finissent les cours et qu'ils sont là, ils sont là, quoi. Voilà, il y a un flux tout de suite de 900 personnes qui doivent manger en 1h30, donc faut être prêt, quoi. Faut pas qu'il y ait de soucis
de préparation culinaire. Il ne faut pas qu'il y ait de souci au niveau du matériel. Le problème, c'est que c'est midi, quoi. Les élèves n'attendent pas, quoi. Voilà. Moi, Fabrice, j'aurais une question. Qu'est-ce que c'est une journée type dans ton métier ? Alors, c'est se lever très tôt le matin. Il est à peu près 5 heures du matin quand je me lève. Ah oui, c'est pas pour moi déjà. 5 heures, ouais, c'est très très tôt. Donc, on commence ici à travailler à 6 heures. À 6 heures, donc on prépare déjà tous les repas livrés. Alors, la pâtisserie, elle a fait son côté. Le froid, ils ont fait leur côté déjà. Et nous, au chaud, on prépare. Alors, les premiers départs sont à 8h30 à peu près. On a 4 véhicules qui transportent la nourriture en extérieur, qui prennent des tournées qui varient entre 1h et 2h30 à peu près. Et donc là, une fois que tous les livrets sont préparés, on s'attaque vers 9h30, 10h à tout sur place en fin de compte. Les préparations culinaires du sur place. Alors là, c'est pareil, on fait 5-6 sortes de choix d'entrée, 5-6 sortes de choix de dessert. On a deux plats chauds au choix. Et 2 légumes au choix, avec un féculent et un légume vert, plus la sauce accompagnatrice, quoi, c'est clair. Voilà, et les entrées chaudes aussi, qu'on met aussi tous les jours. Et ensuite, les élèves arrivent pour manger ? Il est généralement 11h30, ils arrivent à 11h30, et là, on sert à manger le plus rapidement que l'on peut, quoi, en fin de compte. Course contre la montre qui débarque. Voilà, c'est ça. La horde d'élèves arrive. Voilà, c'est ça, c'est clair. Ouais. Et puis après, on le voit, il y a toute une dimension hygiène et nettoyage derrière, non ? Tout à fait, oui. Alors ça représente à peu près, le nettoyage et l'hygiène, ça représente à peu près 50% de notre temps de travail quand même. Parce que quand on lave les cuisines avec une grande surface comme ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre en fin de compte, quoi. Ouais. Ouais. La tenue de HACCP, quoi. La bonne maîtrise des termes sanitaires en fin de compte, quoi. Ouais. Oui, les prises de température, réception des marchandises, vérifier si c'est la bonne température. Les livreurs livrent bien comme il faut dans la chaîne alimentaire du froid. Voilà. Et quand tu nourris 2000 personnes, il faut pas trop déconner sur les règles d'hygiène, quoi. C'est clair, non, c'est tout. Parce que si tu as une avarie, c'est 2000 personnes qui sont malades. Donc là, faut pas se planter, quoi, c'est sûr. Et qui commande les produits ? Comment vous faites pour préparer ? Parce que c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est de faire les menus tous les jours, Voilà. gérer les stocks. Comment ça se passe ? Alors nous, on a un service achat qui négocie les prix au niveau des fournisseurs. Généralement, c'est des fournisseurs du coin quand même, c'est essentiellement en Bretagne ou dans le Grand Ouest. Donc là, ils nous transmettent par logiciel informatique les prix, que moi je passe les commandes. Alors généralement, c'est une semaine avant, par informatique. Les prises de commandes sont réceptionnées chez les fournisseurs qui après me livrent 2 jours ou 3 jours après, quoi, généralement. Et est-ce que c'est important ? Parce que là, du coup, tu commandes les produits, tu les cuisines. Oui. C'est important que ça soit la même personne qui fasse les deux ? Normalement, moi je devrais être toujours dans mon bureau, mais je suis né cuisinier et j'aime bien travailler la matière, donc je suis toujours en cuisine et je cuisine continuellement quand même, quoi. Ouais. Combien vous êtes à cuisiner du coup pour les 2000 personnes ? Alors on est 13 en cuisine, mais on est 4 personnes qui sont issues du monde culinaire. En fait. Ouais. Ok. Et j'avais une question pour tous les deux parce que donc finalement Apolline, tu produis du lait bio, là on est à même pas 10 minutes de route, moins de 8 minutes. On en reparlera, Fabrice, mais tu as des exigences pour les cantines scolaires publiques d'intégrer du bio. Pourquoi vous n'êtes pas connectés ensemble entre vous et pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire, Fabrice ? Pourquoi tu... Parce que j'ai pas connaissance avant aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui d'Apolline. On va vous présenter, voilà. Et c'est vrai que Apolline comme Fabrice. Apolline, elle travaille avec toute sa préparation, son lait part dans des coopératives, dans une coopérative. Donc nous, quelque part, on a des intermédiaires qui font le dispatch, en fin de compte, distribution, la distribution ouais. entre toi et la cuisine ici, en fin de compte, quoi. C'est clair, quoi. Parce que finalement, traiter en direct avec les producteurs locaux, ça ajoute de la complexité. Je travaille avec des producteurs locaux en termes de tout ce qui est saucisses, tout ce qui est les saucisses, les produits. J'ai quelques produits aussi de fruits et de légumes qui sont installés dans le coin. Le pain est un producteur local. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Les yaourts avec Anna Soise, qui est à bord de Bretagne. Au bain de Bretagne, je crois d'ailleurs. Et puis la charcuterie, c'est Jean Flotte, donc c'est pas très loin non plus, quoi. Mais la plupart de nos fournisseurs sont quand même
à 50 ou 60, même si ce sont des grossistes, ils travaillent généralement à 150 km d'ici, quoi, quand même, quoi. Mais du coup, ça, c'est le boulot de qui? Parce qu'un producteur ne peut pas venir te voir en disant moi, je cherche des débouchés pour mes limousines, admettons. Est-ce qu'elles peuvent rentrer dans ta... Alors là, il faut passer par service achat de chez Convivio. Qui, par exemple, alors nous, l'avantage avec les produits laitiers et les produits on va dire maraîchers, c'est que on peut travailler en produits bruts, c'est pas un souci. Par contre, quand on travaille avec quelqu'un qui élève de la volaille ou bien du bœuf, le problème c'est que moi, s'il me faut 90 ou 100 kilos de bourguignons, lui, il va peut-être pas pouvoir me les fournir. La problématique, elle est là. C'est que lui... La disponibilité, la continuité voilà, des stocks. Tout ça, ce dont toi, tu as besoin. Et moi, je peux commander 3 ou 4 jours avant chez un grossiste, tandis que chez un producteur du coin, en termes de viande, faut que je prévoie au moins 1 mois ou 2 mois avant, quoi, un petit peu. Quoi. Oui. Parce que lui, il va produire par rapport à mes besoins. Voilà. Mais j'arrive... En termes de les fruits et légumes, il n'y a pas de souci. En termes de produits laitiers, il n'y a pas de problème non plus, quoi. Parce qu'il y a des DLC qui sont assez longs, quoi. Une carotte, qu'elle soit bio ou qu'elle soit conventionnelle, c'est la même chose, de toute façon. Par contre, quand je travaille un bœuf bourguignon ou un sauté de porc, c'est pas la même logistique, en fin de compte, en termes de réception, de fabrication et d'élevage surtout, quoi. Parce que Convivio, c'est national. C'est sur le Grand Ouest, ça commence à devenir national. Ouais. D'accord. Au début, quand j'ai commencé chez Convivio, on était 40 chefs gérants. On faisait 30-40 000 repas par jour. Aujourd'hui, on est 250 chefs gérants, on est 3 000 employés, on fait 300 000 repas par jour. Ah oui. En l'espace de 15 ans. Ah oui, impressionnant. Donc ça a pris des dimensions assez... sans perdre du coup une échelle de label et de local. Ça nous a permis justement d'intégrer des filières locales et bio. Et puis l'avantage Convivio, c'est qu'il nous laisse mettre de nos choix de menus, et même si on a comme des fournisseurs imposés, on a comme le libre choix de choisir des producteurs locaux, quoi. Et donc tu nous parlais des produits laitiers. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les produits laitiers bio particulièrement, donc lait de Apolline qui est transformé. Comment tu les intègres dans tes menus et depuis quand tu t'as été amené à le faire? Alors on le fait déjà depuis quelques années, ça fait déjà 4-5 ans déjà, parce qu'avec l'obligation de mettre des produits bio dans les cantines scolaires, et puis maintenant aujourd'hui la loi Egalim, et donc ça va, on peut faire de la crème vanille avec le lait, on fait aussi pour les petits déjeuners du lait bio, qu'est-ce qu'on met quand on fait des entrées chaudes aussi, quand on fait de la béchamel, on met du lait bio dedans, quoi. Petit complément sur la loi Egalim pour que vous ayez tous les éléments. Depuis le 1er janvier 2022, la loi Egalim impose aux établissements publics de restauration collective, donc ça peut être les hôpitaux, les maisons de retraite, les cantines scolaires, les universités ou même les prisons, de proposer minimum 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas servis. Apolline, finalement, la restauration collective, les cantines publiques sont un débouché pour tes produits laitiers, non ? Ouais, complètement. Le problème, c'est que il y a eu 2 ans de conversion pour toutes les fermes qui sont passées en bio, et puis à la suite de ça, forcément, quand tout ça est arrivé sur le marché, ça a été un volume d'arrivée dans les restaurations collectives qui était après ça, c'est toujours le problème de l'application de cette loi-là qui n'a pas forcément été établie partout, quoi. Et du coup, l'ensemble des volumes est en trop sur le marché aujourd'hui, et nous, notre prix de producteur en lait bio, c'est avéré être ce qu'il est aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué, quoi. C'est une obligation, mais ceux qui ne le font pas n'ont pas de sanction particulière. Donc c'est une obligation sans être une obligation, en fin de compte, quoi. Et du coup, cette obligation, Fabrice, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta manière de travailler ? D'avoir une proximité avec les agriculteurs du coin, les quelques producteurs locaux que j'ai, ça permet d'avoir un contact. Et puis c'est toujours aussi valorisant et enrichissant de savoir d'où vient le produit, quoi.
Ouais, et je voyais que ça devait rajouter un peu de complexité parce que donc vous servez des cantines privées comme des cantines publiques. La loi Egalim, c'est des cantines publiques, qui sont tenues par l'État finalement, qui sont obligées de l'appliquer. Le privé, pas forcément. Donc toi, tu te retrouves à jongler entre les deux, quoi. ouais. Des cantines où il faut mettre des produits laitiers bio, d'autres pas forcément. Après, il y a le coût, hein, comme je le disais tout à l'heure, le surcoût que ça peut engendrer, ça peut être pris par une mairie, mais une collectivité, mais les écoles privées, c'est plus complexe parce que c'est les parents qui payent directement, quoi. Donc là, on ne peut pas se permettre de faire trop cher, trop excessif les élèves, sinon ils vont manger ailleurs, quoi, c'est clair. Oui, même certains élèves, ils amènent leur repas et ils mangent à l'extérieur, quoi. Oui, c'est la minute économie du podcast, mais oui, j'imagine que ça doit être un casse-tête de jongler entre ce qui est imposé par la loi, de proposer une alimentation plus durable, versus le prix que sont prêts à payer les clients de Convivio. Voilà, faut trouver un juste milieu en faisant de la qualité, mais qu'il ne soit pas trop excessif. Donc, ça passe par des méthodes de travail qu'on est obligé de revoir un petit peu, quoi. C'est de mettre des produits peut-être moins onéreux, mais qui n'empêchent pas d'avoir des produits de qualité quand même, quoi. Puis ce qui est compliqué avec le bio, on en parlait, hein, c'est des fois l'amalgame est fait, et c'est un souci aujourd'hui entre le local et le bio, où les gens se disent on achète local, on fait une bonne action, etc. Et en fait, ils en perdent le cahier des charges et la qualité de l'agriculture biologique. Et du coup, nous, on a du mal à s'y retrouver avec ça, parce qu'on se rend compte que les consommateurs, ils n'ont pas une éducation, une sensibilité, ou ils l'ont perdu, je ne sais pas. Donc, on l'a voulu le local, donc tant mieux. Hein. C'est un très bon point. Hein. Mais du coup, il faut qu'on réaffirme un petit peu cette image de bio. Il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de labels aujourd'hui. Entre les produits bleu blanc cœur, HVE, bio, le consommateur IGP, label rouge. Voilà, donc le consommateur est un petit peu perdu là-dedans. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de labels qui sont nés et j'ai le sentiment que ça crée une confusion. Du coup, les gens mélangent un peu tout. Tu en parlais, les prix, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, nous, il ne faut pas qu'on tombe... en grande surface, je fais mes courses comme tout le monde. Il y a des produits bio. Moi, c'est plus les produits laitiers qui m'attirent. Mais les produits laitiers bio, aujourd'hui, n'ont pas une grande différence en grande surface avec les produits conventionnels, quoi. Et ça veut dire que derrière, au départ de la boucle, il y a un producteur qui est payé le même prix quasiment, avec des normes qui sont complètement différentes et une impact sur l'environnement qui est aussi complètement différente, quoi. Donc, mais bon, si on baisse les prix, et puis que forcément les familles, il faut qu'ils financent tous ces repas-là, il y a un moment à quel prix, quoi. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, le budget des familles était de 37-38%, qui partait dans l'alimentaire, et aujourd'hui, je crois qu'il est à 12 ou 13%. Donc, je pense qu'il y a quand même matière que ça évolue quand même. Justement, Fabrice, est-ce qu'au moment où tu as dû, suite à la loi Egalim, mettre 20% de bio, est-ce qu'il y a eu une réaction des élèves et des parents ? Comment ils l'ont perçu, ça ? Alors, sur les élèves, on n'a pas de retour proprement dit, mais je crois qu'au niveau des parents, quand même, il y a beaucoup de parents qui tiennent ça à cœur, d'avoir du végétarien et d'avoir des produits bio et locaux dans leur assiette, ça c'est sûr, quoi. Les élèves... pas trop, on leur en parle, mais je pense que si on les habitue tout petits à manger comme ça, je pense qu'ils vont grandir avec cette habitude-là, et quand ce sera des futurs adultes, je pense qu'ils auront en mémoire ce qu'ils avaient à l'école et dans les cantines scolaires, et je pense peut-être qu'ils auront une alimentation peut-être plus saine aussi, quoi. Puis même toi, tu dois le voir dans ton métier qui a dû évoluer aussi sur la qualité des produits que tu travailles, quoi. Je veux dire, tu dois pas faire à manger comme il y a 10 ou 15 ans, ou je sais pas. Disons qu'on le voit par rapport aux élèves. Les élèves qui arrivent à 14-15 ans, ils ont une habitude alimentaire et qu'on voit évoluer au fil des années. Et quand ils vont jusqu'au fin du cursus, à 22 ans, ils sont en BTS, ils mangent déjà plus de la même façon, quoi. Ils mangent plus de légumes, plus équilibrés, ils font plus attention, moins de cheeseburgers, moins de cordon bleu, moins de panais, quoi. Ils ont pris un peu de poids entre-temps. Ils ont pris un peu de poids entre-temps, voilà. Surtout s'ils sont restés ici. Voilà. Oui, parce qu'on a bien mangé à midi.
Et ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Nico qui te demande, Fabrice, est-ce que finalement tu n'as pas dans ton métier un vrai rôle éducatif aussi vis-à-vis des élèves pour leur apprendre à bien manger Bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Et puis c'est essayer aussi je suis cuisinier, de métier, hein, donc quand on fait un plat, on aime bien que tout soit mangé et dégusté, hein, c'est valorisant. Quand vous faites à manger, que vous voyez toute l'assiette par la poubelle, c'est qu'il y a peut-être un petit problème quelque part au niveau de la fabrication et de la qualité du produit, quoi. Donc, c'est, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est comme des métiers où on se lève très tôt le matin, on finit assez tard, assez tard l'après-midi, donc c'est beaucoup d'investissement personnel. Donc on essaye de faire au maximum pour que ce qu'on fait à manger, ça plaise aux élèves, ça c'est clair, bien sûr. Ouais. Et dans l'affichage et tout ça, est-ce que vous faites des choses pour expliquer d'où viennent les produits? Oui, quand c'est bio. On a une grande affiche à l'entrée du self. Et où là, on met en valeur les producteurs locaux et bio. Ouais. Quand tu fais tes menus végétariens, j'imagine qu'il faut des protéines animales quand même, apporter des protéines. Comment tu fais? Est-ce qu'à ce moment-là, les produits laitiers bio sont une bonne alternative pour apporter ce complément en parallèle? Oui, alors là, c'est nous, quand je fabrique mes menus, ça part aussi, on fait des traînes de menus sur 8 semaines. Ça part chez la diététicienne de ma société qui regarde les menus que j'ai faits et qui réadapte l'équilibre alimentaire par rapport qui réadapte l'équilibre alimentaire si ça manque de produits laitiers un jour, elle change en fin de compte, quoi. Ah oui, c'est vraiment bien encadré. Il y a même une diététicienne et tout ça qui est... Bon, sur Convio, on doit avoir 20 ou 30 diététiciennes qui opèrent tous les jours, qui vérifient tous les menus et qui regardent l'équilibre alimentaire et voir si on est bien dans les clous à ce niveau-là, quoi. Et au niveau des tarifs, pour rester compétitif, comment vous faites aujourd'hui? Parce qu'avec la hausse des coûts de à peu près tout, du coup, le fait qu'on vous impose les produits bio, comment on fait pour relever ces challenges et tout en étant compétitif? Parce que les gens ne peuvent pas payer une cantine qui coûte des milliers on a été obligé d'augmenter le prix des repas, quoi, forcément. Hein, avec l'inflation et la hausse des matières premières, on a été obligé d'augmenter les repas. Ça, c'était inéluctable de toute façon. Hein. Les marges sont tellement infimes en collectivité que c'était nécessité, quoi. Et qui prend le tampon entre les deux, en fait, après c'est peut-être un peu plus politique, mais entre les parents et puis vous, votre tarif idéal, il peut pas être à 20 € le repas, quoi. Il y a un moment... Là, c'était des 30 ou 40 centimes d'euros d'augmentation, hein, sur un prix de repas, quoi, hein. Donc ça revient à peu près à la hausse des prix, hein. C'est entre 10 et 15 voire 18% certaines matières. Donc, Moi, la question que je me pose, c'est que comme en fait la différence aujourd'hui entre le conventionnel et le bio, elle est vraiment infime, est-ce que vous, en fait, sur les tarifs, vous pourriez vous dire, en fait, on peut presque balancer sur plus de bio, parce qu'au final, la différence est pas... Alors, le problème de l'inflation, de l'augmentation des prix, c'est pas que sur l'alimentaire, c'est aussi sur le transport. Sur le transport, donc forcément, quand nous on est livré, faut le gasoil augmenter, donc le prix de la livraison est plus cher. C'est sur aussi l'augmentation des salaires, c'est sur aussi l'augmentation de l'énergie. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Hein, mais sur un repas, on va dire une fourchette à 10 €, il n'y a que 2,50 € d'alimentaire. Hein. Tout le reste, il faut payer le personnel, il faut payer l'infrastructure, il faut payer le matériel, il faut payer tout ça, quoi. Et pareil, la question du tampon, qui prend cette hausse en charge? C'était les parents ou c'était les collectivités qui décident de prendre sur leur budget? Là, c'est les collectivités, hein, bien sûr, qui prennent pour toutes les mairies publiques. Hein, ce sont les mairies qui prennent, mais bon, pour les cantines privées, c'est les parents, hein, forcément, hein, qui payent, hein, qui prennent la hausse de ce prix, quoi. Et Apolline, cette loi Egalim, donc je l'ai dit, elle a un volet sur la restauration collective pour offrir des bouchées et l'objectif est un volet pour rééquilibrer les négociations, notamment entre grandes surfaces et agriculteurs. Toi, en tant qu'éleveuse, tu as vu la différence? C'est depuis 2018, la première, 2021, loi Egalim 2 qui est sortie. Est-ce que comment tu l'as perçue, cette loi?
La première, pour être honnête, j'étais pas du tout encore autant impliquée dans le métier, donc non, je l'ai pas vue. La deuxième, moi, les seuls retours que j'ai eus, qui sont les principaux, c'est les prix aujourd'hui du lait bio. Et donc au départ, moi, je l'ai connu parce que mon papa est assez impliqué dans la filière, et du coup, il m'en avait parlé au départ et puis j'ai été informée comme tout le monde de ce souhait-là d'augmenter les volumes en bio, etc. Parce qu'il y avait une attente sur le marché qui était très importante, qui était à venir d'ici les 2 ans, quoi. Donc en fait, toute la filière agricole s'est adaptée à cette demande-là, et pour en fait, comme on en parlait tout à l'heure, qu'elle ne soit pas forcément appliquée sur le terrain. Et du coup, aujourd'hui, c'est un réel souci qu'on a, parce qu'on a trop de volume par rapport aux attentes de transformation, etc. Et du coup, c'est une grosse crise laitière en bio là en ce moment, et on arrive sur des plafonds qui sont les mêmes qu'en conventionnel, parce qu'il n'y a pas de débouchés sur nos produits. Ou il y a des débouchés, mais elles partent en conventionnel. Parce qu'en conventionnel, il y a des problématiques aussi, il y a des arrêts de production, et du coup, il y a une grosse demande en volume conventionnel qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas de débouchés, et du coup c'est le lait bio qui comble, quoi. Donc ça arrache le cœur de travailler. Alors moi je sais que mon lait ne part pas en conventionnel, mais il y a certaines laiteries où c'est le cas, et travailler pour ça, franchement... Ouais, ça fait beaucoup d'inconvénients. Ouais. Quand j'ai commencé mon métier en collectivité il y a 20-25 ans, on travaillait beaucoup avec des produits qui venaient d'un petit peu partout en Europe. Et le bio, on n'en parlait pas, des produits locaux, on n'en parlait pas. Et au fil du temps, on a amené de plus en plus de produits locaux, bio et régionaux dans nos cantines. Et à cause de l'inflation, on est revenu 20 ans en arrière, parce qu'on a perdu tous ces avancements qu'on avait faits. Et l'inflation a fait que on travaille aujourd'hui de moins en moins de produits bio et locaux dans les collectivités, quoi, à cause du prix, quoi. On était arrivé à une qualité en fait qui était plutôt importante, quoi. Ça avait fait une grande marge de progrès, je pense. Et puis les surcoûts dus à l'énergie, etc., ont fait que la balance s'est complètement inversée, quoi. Et au contraire, nous, on a toujours les mêmes, et ils ont augmenté aussi. Et du coup, moi, en tout cas, ma décision en tant qu'agricultrice, ça a été plus de vendre un peu de vaches et de diminuer un peu mes volumes, dans le sens où, du coup, j'ai besoin de moins d'achats de concentrés extérieurs, etc., plutôt que continuer avec mon palier habituel, et puis, prendre sur ma marge à moi, quoi. Mais demain, on me redemandera peut-être de reproduire plus, et puis je repartirai comme avant. Il faut continuellement s'adapter. Et justement, Fabrice, pour finir, comment tu vois les choses ? Comment la restauration collective, elle pourrait travailler pour intégrer plus de produits laitiers bio ? Est-ce que, par exemple, la question du conditionnement, commander en plus gros volume, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration quand même ? Oui, alors je pense qu'il faudrait que l'inflation cesse, parce que là, tous les 3-4 mois, on est sur des revalorisations de prix. Déjà, ça, ce serait une bonne chose. Et puis, après, c'est aussi peut-être que les familles aussi acceptent aussi, ou les gens acceptent de payer aussi plus cher. Peut-être, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que les prix avaient stagné quand même pendant des années. Il y avait très peu d'évolution, de 1 ou 2% chaque année au niveau des prix. Et là, on a pris 10-12% en quelques mois. Donc forcément, ça fait mal. Mais il faudrait que les gens s'adaptent. S'ils veulent continuer à bien manger sainement, accepter aussi que manger bien et sainement, c'est un prix aussi, quoi. Ouais. Le consommateur aussi doit faire des efforts. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, Fabrice, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis ? Oui, je peux vous dire par exemple que la restauration collective, c'est pas seulement les cantines scolaires, c'est aussi les EHPAD, les prisons, les hôpitaux, et puis les restaurants d'entreprise aussi qui font aussi de la collectivité, quoi. Ah ouais, donc c'est un gros secteur. Oui, tout à fait. Ouais. Très bien. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça en tant que chef cuisinier finalement pour nourrir tout ce monde ? Alors moi, je suis un passionné de la cuisine. J'aime ça, à travers la matière, et puis j'aime bien aussi transformer les produits. Puis avoir aussi la restauration, la cuisine, ça amène aussi plein de savoir-faire et aussi d'imagination, puis créer de nouvelles recettes, avoir des nouvelles idées.
Très bien. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou alors suivre l'actualité de Convivio peut-être Il y a un site internet, c'est Convivio, bien sûr. Convivio.fr. Voilà. Très bien. Et ben merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et pour nous avoir permis de voir toute la filière laitière bio dans son ensemble. À très vite. Merci Louise, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.